États-Unis ont le contrôle de l'essentiel du pétrole vénézuélien. On parle de 30 millions de barils, de 50 millions de barils, qui sont des pays qui ont le contrôle. Donc, et ce que disent les médias, notamment BBC News et Sky News, c'est que les bénéfices qu'engendrera la vente du pétrole seront dans les caisses, dans les banques étrangères en Occident, et seront répartis en fonction du pouvoir discrétionnaire de Donald Trump. Donc c'est Donald Trump lui-même qui va répartir les bénéfices. Vous comprenez? On peut dire que voilà, c'est tout cuit. Donc, et puis c'est pas encore plus pire que ça. C'est-à-dire que non seulement c'est lui qui répartira les bénéfices, c'est-à-dire lui qui va distribuer l'argent, voilà, les parts du Venezuela, mais encore. Ce ne sont pas ces. Bonjour à tous, bienvenue à ce podcast, le rendez-vous des champions. Le monde, je dirais, géopolitique est en essor, je dirais, de constante ébullition. On constate une montée américaine sur les différentes taxes douanières. Le président Donald Trump qui n'hésite pas à prendre son bâton de pèlerin, si on peut le dire ainsi, pour mener un peu la vie dure à certains pays occidentaux, chinois, la Corée du Sud. Qu'est-ce qui se passe concrètement avec la politique américaine étrangère? Nous allons aborder aujourd'hui toutes ces questions, le cas du Groenland, les relations internationales, la guerre en Irak. Donc je pense que c'est un podcast qui va nous permettre de mieux nous éclairer sur la question de la crise des pays interétatiques. Avec notre invité, je rappelle, nous sommes avec M. Touré Armel, qui est juriste et analyste politique, qui va nous éclairer sur les questions des pays interrelationnels. On va aborder la question des relations internationales aujourd'hui avec M. Touré Armel. Bonjour M. Touré. Bonjour Yann. Ça va bien? Oui, ça va. D'accord, ok. Merci d'être venu à ce podcast. C'est un plaisir pour moi. D'accord. Okay. Voilà, je tenais d'ailleurs à te remercier pour cette marque de considération. C'est un immense honneur pour moi de me prononcer sur ton média. D'accord, ok. Alors, pour démarrer ce podcast, je pense qu'on a tous vu tout récemment le président Donald Trump qui n'hésite pas à amener des sanctions au détriment de certains pays. Quand on prend le cas aujourd'hui de l'augmentation des taxes douanières, notamment au niveau de la Chine, de l'Europe, la France, l'Angleterre, la Corée du Sud, la Russie, qui sont des taxes assez élevées. Voilà. Nous, on est un peu inquiets avec ces pays africains parce que quand les taxes augmentent, il y a des restrictions qui sont prises aussi au niveau des pays africains. Donc, première analyse d'abord. Bien avant de vous pencher sur la question, pour des étudiants qui veulent comprendre ce que c'est que la géopolitique, quel commentaire vous donnez, quelle définition vous pourrez donner à la géopolitique de façon simple pour un étudiant qui veut comprendre ce que c'est que la géopolitique. Maintenant, après, vous allez répondre à la question. D'accord. Bon, de manière simple, je ne vais pas rentrer dans les considérations doctrinales. Comprenez que la géopolitique, c'est une combinaison de la géographie et de la politique. C'est-à-dire la géopolitique nous permet par exemple de comprendre comment expliquer par exemple les disparités régionales dans un pays. À travers la géographie, on essaie d'interpréter la scène politique d'abord nationale. Par exemple, le fait que par exemple on dise que telle région du Sud est par exemple propice à la culture du cacao, mais qu'est-ce que cela implique d'un point de vue politique? Ça implique que bon, cette région-là, par exemple, dans certains pays par exemple où il y a les transformations de cacao, il y a des industries. Ça implique pourquoi, par exemple, la région du Sud est le pôle économique majeur de la Côte d'Ivoire. Donc la géopolitique, à travers la géographie, nous permet de donner l'interprétation des choses maintenant sur notre politique. Maintenant, d'un point de vue international, parce que ce n'est pas seulement national, parce que la géopolitique a une fonction exogène. C'est-à-dire qu'à travers
la cartographie mondiale, on peut identifier par exemple quels sont les sites ou bien les endroits de haute tension, par exemple politico-étrangère. Par exemple, comment expliquer que par exemple la Chine est soudainement dans une guerre commerciale avec les États-Unis? Comment expliquer par exemple que les pays du Proche-Orient ont été par exemple victimes depuis les années 80-90 d'interventions militaires? Pourquoi dans telle région? Pourquoi cet intérêt par exemple soudain pour le Groenland? Voilà, donc c'est la géographie, mais à travers l'interprétation politique. D'accord, merci pour l'explication. Donc je pense que tout le monde a bien compris la définition propice de la géopolitique. Donc il a plus ou moins expliqué ce que c'est que la géopolitique. D'accord, je pense qu'on va progresser. Alors parlons maintenant de la question, comme j'avais parlé. Quelle est votre analyse par rapport à toutes ces augmentations des taxes douanières faites par les Américains? Mon analyse, c'est que Donald Trump fait ce qu'il a promis à sa base américaine, qui est la base McCamey, American Great Again, c'est-à-dire restaurer l'âge d'or des États-Unis. L'âge d'or des États-Unis, c'est la fin de la bipolarisation. Lorsque les États-Unis étaient les gendarmes du monde, je ne sais pas, j'ai lu à lire son programme National Security of Strategy, November 2025. En fait, tout ce qui se passe actuellement, il a expliqué dans ce programme. Alors, les taxes douanières, contrairement aux démocrates, puisque vous savez qu'aux États-Unis, il y a les démocrates et il y a les républicains. Les démocrates étaient dans une ligne très frontale avec la Russie. Vous l'aurez remarqué sur la gouvernance de Joe Biden, l'ennemi majeur, c'était la Russie. Normal, puisque depuis des siècles, lorsqu'on parle de relations internationales, on parle par exemple de deux camps. Soit vous êtes du côté de la démocratie de l'Occident, soit vous êtes du côté du communisme des soviétiques. Mais cette fois-ci, Donald Trump a décidé de faire une nouvelle approche. Lorsqu'il arrive, il constate que économiquement, la Chine est pratiquement la plus grande puissance économique actuellement. Récemment, ils ont eu un excédent budgétaire de 1200 milliards. Donc son objectif, en fait, c'est se focaliser sur la Chine, parce qu'il sait que les États-Unis n'ont plus le monopole de l'énergie. Voilà, ils sont en train de perdre la guerre en Ukraine, tout et tout. Et il se dit que, bon... Parce que la Chine s'est passée maintenant à 200%, je pense. Oui. Parce qu'en fait, la Chine contrôle exclusivement le marché américain. Ah, ok. Vous comprenez? Par exemple, pour vous expliquer un peu les choses, lorsque la Chine exporte pratiquement tous ses produits un peu partout dans le monde, notamment aux États-Unis. Et lorsqu'ils exportent leurs produits, par exemple aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça crée une certaine concurrence déloyale. Pourquoi? Parce que les entreprises chinoises engrangent énormément de bénéfices, en contrario des entreprises américaines. Est-ce que vous comprenez plus? Donc plus les entreprises chinoises font des bénéfices, et plus que leurs produits sont, je vais dire, à bas prix et autres parfois, et bien ça fait que beaucoup d'entreprises américaines ont dû délocaliser, ont dû fermer. Donc les bénéfices qu'on engendre, l'argent qu'on engendre, la Chine va servir maintenant aux Chinois, puisqu'ils ne peuvent pas utiliser le dollar. Ils se retrouvent une grande quantité de dollars dans leur pays, ils ne peuvent pas utiliser le dollar. Ils vont par exemple utiliser ce dollar-là pour le changer au niveau de la banque chinoise, pour maintenant acheter des bons dans le trésor américain. Des bons par exemple qui vont endetter les États-Unis. C'est-à-dire qu'ils financent la dette américaine en leur imposant comme condition d'acheter les produits chinois. Ah, ok. Vous comprenez? Donc ce cercle virtueux-là, il est vertueux, excusez-moi, pour l'économie chinoise, mais il n'arrange pas véritablement les Américains. Donc Donald Trump, contrairement à Joe Biden qui se focalisait plus sur la Russie, c'est un businessman, voilà, il est dans l'immobilier et autres. Pour lui, la question économique est majeure. Donc il essaie en fait de résoudre ce problème-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a baissé le dollar américain et il a imposé à ce que les banques américaines produisent exclusivement du dollar. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a augmenté les tarifs douaniers. Donc il a appliqué un certain mercantilisme. Lorsqu'on augmente les produits douaniers, c'est-à-dire que lorsque la Chine va exporter ses produits aux États-Unis, ça sera encore plus cher. Donc tout ça en fait c'est pour réduire l'influence chinoise aux États-Unis. Et maintenant, vous l'aurez constaté en 2024, il a essayé de fermer encore la Chine au niveau des pays de l'Amérique latine. Parce qu'il estimait que, vu qu'il avait augmenté les tarifs douaniers, la Chine finalement s'est réorientée vers les pays de l'Amérique latine, le Venezuela dont on va en parler, le Venezuela, le Panama, tout ça. Donc l'une de ses réactions, ça a été de dire que bon, il y a un canal, le canal du Panama qui est au départ qui a été construit par les Américains,
mais qui finalement est sous la juridiction panamienne depuis les accords Torito Starters de 1977. Donc lorsqu'il arrive, il dit bon, finalement, ok, comme bon, j'ai augmenté les tarifs douaniers, maintenant vous voulez commercer en Amérique latine qui, à ses yeux, appartient aux États-Unis, on va rentrer un peu dans le volet de... Mais est-ce que vous, attendez, est-ce que vous ne pensez pas que depuis les années, le monde de la bipolarisation, les Américains ont toujours eu ce monopole-là sur le monde? Bien sûr, ils ont toujours eu ce monopole. C'est depuis le monde de la bipolarisation, et même aujourd'hui, nous sommes toujours dans une ère de bipolarisation. Aujourd'hui, il y a deux camps, comme je l'ai dit. Il y a le camp des Occidentaux avec les Américains et autres, même si actuellement il est fragmenté avec ce qui se passe un peu au Groenland. Et il y a le camp, par exemple, de la Chine, de la Russie, avec les BRICS, etc. Donc, c'est ce que Donald Trump essaie de faire. Il essaie de verrouiller tous les principaux voies commerciales par lesquelles les États-Unis, par lesquelles la Russie ou la Chine, surtout particulièrement, pourra commercer. C'est pour ça que le Groenland, c'est un intérêt stratégique, puisque je pense qu'on va revenir. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc les taxes douanières, c'est pour réduire l'influence chinoise et puis un peu plus favoriser l'industrie américaine. D'accord, ok, c'est compris. Bon, tout récemment, on a vu que le président Donald Trump a pris encore d'autres restrictions. Je pense qu'il s'est retiré de l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé. Le budget qui était attribué, je crois, c'est autour de 15%. Les États-Unis avaient près de 15% dans le budget, ce qui fragilise, je dirais, ils doivent encore de l'OMS. L'essor de l'OMS. Quelle analyse vous faites par rapport à ça? En fait, comme analyse, je pense que Donald Trump est cohérent dans sa démarche. Depuis sa première mandature, il a dit que le multilatéralisme, les institutions comme l'OMS, l'ONU étaient complètement dépassées, que voilà, c'est les États-Unis qui les faisaient fonctionner, tout et tout. Donc lui, son approche, elle n'est pas libérale, elle est du réalisme international géopolitique. C'est-à-dire que pour lui, les États-Unis gagneraient à sortir de ces institutions-là. Parce que, mine de rien, c'est vrai, les États-Unis financent beaucoup d'organisations internationales dans le monde. Donc, il essaie en fait de retirer les États-Unis de cela et puis de se concentrer sur des sujets majeurs. Voilà, bon, forcément, ça aura des conséquences mondiales. Et je pense que les États-Unis doivent encore 135 millions à l'OMS. Mais bon, comme vous le savez, c'est la puissance. C'est un pays africain, naturellement. Il y aurait eu des sanctions, mais les États-Unis, donc... Non, mais en fait, c'est retiré également de certaines organisations internationales. Oui. Il souhaite même créer le Conseil de paix. Il a créé le Conseil de paix. Je pense qu'on va en venir par rapport au Conseil de paix. Donc, tout ça, en fait, c'est le corollaire on va dire Monroe, parce que c'est la doctrine Monroe, mais il a réinventé ça en disant le corollaire d'Onroe. C'est-à-dire que les États-Unis essaient de redessiner la carte géopolitique mondiale. Donc, on a des institutions qui ne nous intéressent plus. On ne veut plus travailler avec ces institutions parce qu'on a des priorités, parce qu'on estime que ces institutions-là retardent un peu les États-Unis, donc elles sont défaites. Et on essaie d'intervenir partout où nos intérêts sont en jeu. C'est ce qu'il est en train de faire. D'accord. Donc vous pensez qu'aujourd'hui, Donald Trump est dans une politique American First? American First. Ça se voit. Ça se voit. Ouais. Ça se voit, il est dans une politique American First. En fait, il n'a pas le choix puisqu'il répond aux néoconservateurs. C'est comme l'État profond. C'est-à-dire c'est eux qui l'ont financé, c'est eux qui le soutiennent, c'est ce que veulent les Américains. Une grande partie des Américains sont très conservateurs. Voilà, donc c'est ce qu'avait conduit même Biden avec Harris. Donc il essaie tout simplement de répondre à ces attentes-là. Et puis voilà. Parlons des Africains. Vous avez parlé, on a bien compris. Parlons maintenant de qu'est-ce que gagne l'Afrique. Parce que moi je suis africain, vous êtes africain. Oui. Je pense que cette guerre mondiale là, nous intéresse tous. Concrètement, qu'est-ce que gagne l'Afrique? C'est crise géopolitique. L'Afrique est fragilisée, à mon sens, de toute cette histoire parce que, naturellement, lorsqu'il y a, tu l'as dit au début de ton intervention, plus les tarifs douaniers augmentent, mais plus également les importations et même les exportations seront très coûteuses pour nos États. Et on a vu que Donald Trump, par exemple, a fermé un certain nombre de pays au visa américain, notamment la Côte d'Ivoire et autres. Donc, moi, je dirais plus qu'est-ce qu'il faut retenir et qu'est-ce qu'il faut comprendre, quel message il envoie. Il envoie tout simplement le message sur lequel il a dit à l'ONU, c'est que les États africains, chaque pays doit avoir le nationalisme en soi. C'est un message qu'il envoie à tous les pays africains pour vous dire, concentrez-vous sur vos intérêts, parce que nous n'hésiterons pas à intervenir chez vous pour défendre nos intérêts. Comme on l'a fait au Nigeria, peut-être que tout à l'heure on va en parler. Mais voilà, donc c'est le message qui est clair. Voilà.
Pour pouvoir avoir la paix, il faut s'armer. Pour pouvoir également survivre dans ce nouveau monde, comme le disait Pascal Boniface, qui est un excellent analyste en géopolitique, un professeur que j'aime beaucoup. Il disait qu'il a créé un antécédent. Mais en fait, il n'a pas créé un antécédent, il a fait revivre un antécédent. L'antécédent, c'est que quoi? Aujourd'hui, nous sommes dans. Ça existait déjà. Ça existait déjà. Mais non, on ne doit pas être étonné. Oui, on ne doit pas être étonné, mais en fait, le monde occidental essaye de masquer, ils essaient de se leurrer. C'est pour ça que. Avec l'époque de Churchill, c'est pratiquement les mêmes choses. C'est pratiquement les mêmes choses. Ils essaient en fait de se leurrer parce que justement, comme je l'ai dit, ils ont utilisé ces arguments-là auparavant pour fragiliser d'autres régimes. Donc aujourd'hui, les Américains le font, mais ils sont gênés, surtout contre les intérêts. Donc, les Africains doivent comprendre que pour pouvoir survivre dans ce monde de jeunes, il va falloir qu'on s'arme, il va falloir qu'on devienne aussi puissant. Donc c'est un peu ça. Il faut qu'on devienne puissant. Exactement. Je pense que ces mots me tiennent à cœur. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on a quand même, la CEDEAO est quand même puissante pour répondre à tout ce qui est, je dirais, ces restrictions que le président Donald Trump a attribuées à ces pays américains? Est-ce que la CEDEAO peut faire face à la CEDEAO n'a pas les capacités de faire face à ces restrictions. Ah bon? J'en doute. Pourquoi? Parce que c'est vrai, vous me direz que oui, bon, la CEDEAO c'est une organisation sous-régionale extrêmement importante, mais bon, est-ce que la CEDEAO par exemple peut imposer des tarifs douaniers sur les produits américains? Pas qu'ils ne peuvent pas, mais est-ce qu'ils vont oser? Où est-ce que je vais dire? C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre la géopolitique mondiale. On est un homme. Vous savez même qu'ils ont kidnappé Nicolas Maduro. Quelle était la réaction des dirigeants africains? La CEDEAO n'a pas voulu réagir. Tout ce qu'ils ont dit avec l'Union africaine, c'est que voilà, nous sommes pour le droit international, mais ils n'ont pas pris de position frontale. Il n'y a que l'Afrique du Sud et la Namibie qui ont dénoncé l'attitude. Donc les États africains, ils sont dans une relation, excusez-moi de l'aplamentisme avec l'oligarchie mondiale. Expliquez un peu, parce qu'il y a des jeunes qui nous regardent là. Bon, l'aplamentisme, c'est une sorte de soumission. Une sorte de soumission. C'est-à-dire que quoi? On n'ose pas déranger les puissances mondiales. Ils ont des intérêts. Bon, dès l'instant que c'est dans nos intérêts, on ne les dérange pas. On ne les dérange pas. Pourquoi? Parce que justement, on n'a pas les moyens d'y faire face. Même s'ils ont fait un rêve, on ne les dérange pas. Mais justement, c'est ce que je dis. Parce que nos États n'ont pas les moyens d'y faire face. Est-ce qu'actuellement nous avons un État, par exemple, qui est dans le nucléairement capable de résister à des assauts au cas d'une guerre? C'est pour ça que en Afrique, il n'y a pas un État qui a le nucléaire? J'en doute. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est pour ça que Joseph Sassegnon a posé la question de savoir si aujourd'hui nous rentrons dans un conflit hypothétique où par exemple l'Amérique est en guerre avec les États-Unis ou bien si l'Occident reconquiert l'Afrique, mais quelle sera la réaction des Africains? Quelle sera la réaction des Ivoiriens? Dominique. Voilà. Militairement, nous avons des amis conventionnels, mais on n'a pas d'amis encore solides qui puissent résister à des attaques nucléaires. Surtout que les Américains ont encore des bases américaines en Afrique. Voilà. Donc, le message que s'envoie, c'est ce que j'ai dit. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Pour pouvoir garantir la paix, il faut être puissant. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a des accords qui nous lient. Par exemple, des accords de non-prolifération de l'arme nucléaire qui restreignent un peu nos États. Mais je pense que c'est à nos États de savoir ce qui est mieux pour l'Afrique. Voilà. D'accord, ok. C'est bien compris. Vous avez parlé du cas de la capture du président Nicolas Maduro qui a, je dirais, épinglé le monde entier. Quand on a regardé ça, un président qui se fait capturer par un autre président, je pense que c'est pas quand même beau à voir. Et vous, en tant qu'analyste, pourriez mieux nous expliquer ce cas-là. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Le monde a subi ce dommage collatéral. En fait, le Venezuela a toujours été une priorité des Américains. Il y a ce que je disais, il y a la doctrine Monroe qui a été élaborée en 1823, puisque les États-Unis revenaient d'une guerre avec les Anglais et autres. La doctrine Monroe, c'est quoi? La doctrine Monroe, c'est un principe fondamental au niveau des États-Unis. Ça a été quoi dans leur constitution? Oui, sinon, bon, ça fait partie des. Je ne sais pas écrit dans leur constitution, mais ça fait partie un peu. C'est comme une doctrine en fait, c'est-à-dire, c'est un principe, pas forcément écrit, mais voilà, il existe. C'est-à-dire que pour. C'est un peu comme la doctrine Truman, voilà, la doctrine Truman et autres. Okay. C'est-à-dire que quoi, à l'époque, puisqu'elle était réadaptée en fonction des intérêts des différents groupes, à l'époque, John Monroe, qui est le 5e président américain, lorsqu'il met en place cette doctrine en 1823, c'est pour dire tout simplement que les Européens ne doivent plus avoir accès au territoire américain. Quand il parle du territoire américain, il ne va pas seulement des États-Unis, mais de l'Amérique latine. Parce qu'ils estiment que
les États-Unis revenaient de guerre avec l'Angleterre, tu le sais déjà. Et donc, pour ne pas parce qu'ils craignaient qu'un jour les Européens puissent revenir encore, reconquérir d'autres territoires, il a mis en place cette ligne virtuelle au niveau de l'Atlantique en disant l'Europe, l'ancien monde, donc avec l'Afrique, tout ce que vous savez, et puis les Amériques appartiennent aux États-Unis d'Amérique. Donc c'est ce qui a justifié. Mais au départ, lorsqu'il a pris cette décision, c'était purement défensif. C'était pour défendre. Mais au fil des gouvernances, les présidents ont réadapté ça en fonction de leurs intérêts. Donc c'est devenu un moyen d'intervenir partout où ils le veulent en Amérique. Vous comprenez? Donc le cas du Venezuela, le Venezuela est depuis des décennies, même depuis à l'époque du président vénézuélien, le prédécesseur de Nicolas Maduro, Hugo Chavez, était un intérêt géopolitique majeur pour les Américains. Pourquoi? Parce que le Venezuela a l'une des plus grandes réserves de pétrole dans le monde, avec l'Afghanistan, l'Iran. Bon, il y a Jean-Luc Mélenchon qui disait que partout il y a le pétrole, il y a le gaz, il y a les Américains. Donc ce qui se passe, et peut-être on va rentrer un peu dans les statistiques. Parce que le pétrole intéresse beaucoup les Américains. Exactement, oui. Allez-y. Ce qui se passe, c'est que par exemple, Nicolas Maduro est réputé être un dirigeant de gauche socialiste. Et il avait des liens, des liens avec les pays des BRICS, notamment avec les Russes. Ça, c'est un affront pour les Américains. Pour eux, c'est dur. C'est pour ça qu'ils sont très durs avec les partis de gauche. La gauche a une lien historique avec le communisme. Donc ils estiment que, à la lignée de son prédécesseur, Hugo Chavez, qui lui aussi était très hostile aux intérêts américains au Venezuela, puisqu'il ne voulait pas que les Américains aient le contrôle du Venezuela. Bon, avant de vous laisser terminer, moi je comprends, mais expliquez un peu la gauche pour les étudiants. Bon, la gauche en politique, il y a trois lignes. Il y a ce qu'on appelle la gauche, la droite et le centre. La droite, ils sont réputés être des conservateurs, parfois même des populistes, ou bien des libéraux. C'est-à-dire que les idées de la droite, c'est que quoi? Eux, ils sont beaucoup à cheval sur les questions de liberté dans tous les niveaux. Ils sont également très conservateurs dans le respect des valeurs de la République, etc. Par exemple, on ne peut pas accepter que, par exemple, chez les États-Unis, on ne peut pas accepter qu'il y ait le mouvement LGBT. Ça, c'est la droite. Maintenant, la gauche, c'est le socialisme, c'est le communisme, c'est-à-dire que quoi? On est beaucoup à cœur sur les questions sociales, pour comment améliorer la condition de l'ouvrier, du prolétaire, du pauvre, etc. Ça c'est la... Voilà, ça c'est la gauche. Aussi, on est aussi hostile à la démocratie. On ne se revendique pas de la démocratie. Nous avons un autre mode de gouvernance qui nous sied, qui est le communisme. Maintenant, le centre, comme le disait Alami, et puis Marc ici, un professeur en sciences politiques que j'aime, ils sont à équidistance entre la droite et la gauche. C'est-à-dire eux, ils sont au milieu. Ils se reconnaissent aussi bien dans les idées de la droite, aussi bien dans les idées de la gauche. Maintenant, en fonction des sensibilités de chaque acteur politique, vous verrez par exemple qu'il y a un acteur politique qui peut avoir plus de sensibilité pour le centre-gauche. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus tourné vers les idées de la gauche, même s'il est centriste, mais il s'adresse plus aux socialistes. Comme vous pourrez avoir un centre-droit, c'est-à-dire qu'il est centriste, mais il a un peu plus un penchant pour les idées de droite. Ouais. Donc c'est un peu ça. Donc on retient qu'il y a trois grandes idéologies. Il y a la gauche, il y a la droite et il y a les centristes. Ouais, les centristes. Okay. Donc le président Nicolas Maduro, comme son prédécesseur, ce sont des dirigeants de gauche. Ça ne plaît pas aux Américains. Ça c'est de un. De deux, ils commercent avec la Chine. Tout à l'heure, j'ai parlé de quoi? Du fait que Donald Trump voit la Chine comme l'ennemi majeur des États-Unis. La Chine, au début du mois, dans les 11 premiers mois de décembre, avec le Venezuela, ont eu 6 milliards. C'est-à-dire la part des échanges dans ces pays, c'est de 6 milliards, avec une croissance de 15,5 milliards. Et elle a eu un excédent budgétaire de 3,6 milliards. Donc la Chine se fait énormément d'argent en commerçant avec le Venezuela. Auparavant, on parlait de 640 000 barils de pétrole par jour que la Chine exportait avec le Venezuela. Aujourd'hui, c'est complètement réduit avec ce qui s'est passé, on parle de 166 000 plutôt. Voilà. Donc, les États-Unis se rendent compte que les Chinois se font énormément d'argent avec le Venezuela. Donc, ils ne peuvent pas l'accepter. D'autant plus que c'est à quelques kilomètres. Pour eux, c'est leur sphère d'influence. Vous comprenez? Ils sont en Amérique. Ils sont en Amérique, donc ils ne peuvent pas. Ils sont en Amérique latine, en Amérique. Ils sont en Amérique. Ils sont en Amérique. Donc c'est leur zone. Dans les zones. Donc le fait que Nicolas Maduro commerce plus avec ces pays-là qu'avec les États-Unis
ça a créé en quelque sorte une frustration, une colère de la part des conservateurs américains de Donald Trump. Donc en réalité, le prétexte du narcotrafic, pour moi c'est un prétexte. Je ne dis pas qu'en Amérique latine, il n'y a pas de narcotrafic, mais c'était le prétexte parce que les puissances ont utilisé les prétextes parce qu'il fallait trouver un prétexte pour intervenir. Jusqu'à présent, on n'a pas encore vu les preuves qui attestent qu'effectivement Nicolas Maduro est à la base du narcotrafic. Donc, une fois que le prétexte a été trouvé, ils se sont dit ok, on se lance. Voilà. Et voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir, parce que c'est très important, parce que beaucoup ne le savent pas, c'est que le Washington Post et le New York Times, ils sont deux médias extrêmement importants dans le monde. Ils ont, avant qu'il y ait l'altégration de Nicolas Maduro, je peux dire dans le 29 et le 30 décembre, on a appris qu'il y avait des échanges qui avaient été renoués, que Nicolas Maduro souhaitait renouer les échanges avec les États-Unis. Donc il était prêt finalement à accepter quoi? De commercer, à ce que les États-Unis puissent avoir, mais seulement que, comme c'est pour ça que les journalistes ont posé la question pour Donald Trump, pourquoi finalement, s'il était prêt à commercer, pourquoi avez-vous finalement capturé? Et Donald Trump il a dit qu'il était prêt parce qu'on lui a forcé. Pour lui, Donald Trump et tous ceux qui observent la géopolitique nationale, il a horreur des défis. Il n'aime pas quand le gouvernement le régime, il n'aime pas les défis. Donc pour lui, ça a été un affront. Donc il fallait à tout prix, et les différents navires américains étaient déjà postés, tout était déjà planifié, et voilà. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc quand ils ont capturé Nicolas Maduro le 3 janvier 2026, au départ, la plupart des adeptes de Maduro ont gonflé un peu le torse. On a vu celle qui est devenue présidente par intérim aujourd'hui, Delcy Rodriguez, qui était très dure avec les États-Unis d'Amérique. Mais lorsque Trump a commencé à lancer les menaces comme quoi elle serait capturée, finalement on a vu qu'elle a commencé à se ramollir. Elle a dit non, que voilà, il faut privilégier la paix. Et aujourd'hui, savez-vous que les États-Unis ont le contrôle de l'essentiel du pétrole vénézuélien? On parle de 30 millions de barils, de 50 millions de barils qui ont le contrôle. Donc, et ce que disent les médias, notamment BBC News et Sky News, c'est que les bénéfices qu'engendrera la vente du pétrole seront dans les caisses, dans les banques étrangères en Occident et seront répartis en fonction du pouvoir discrétionnaire de Donald Trump. Donc c'est Donald Trump lui-même qui va répartir les bénéfices. Vous comprenez? On peut dire que voilà, c'est tout cuit. Donc, et puis c'est pas encore plus pire que ça. C'est-à-dire que non seulement c'est lui qui répartira les bénéfices, c'est-à-dire lui qui va distribuer l'argent. Voilà les parts du Venezuela, mais encore. Ce ne sont pas ces barils de pétrole, tu vois. C'est le rapport de force. Le pétrole appartient au Venezuela. C'est ça. Mais en plus de cela, il dit encore que les bénéfices que vont engendrer ce pétrole-là, lorsque les Vénézuéliens auront l'argent du pétrole, ils devront se servir de cet argent-là pour acheter encore des produits américains. Donc en gros, l'argent va revenir en Amérique. Dans le cadre de la troisième fois, là, pourquoi tu vois, donc il a mis en place ce système-là. Aujourd'hui, on voit que les Américains sont énormément gagnants. Voilà, ils sont énormément gagnants. Nous, j'étais de ceux qui estimaient qu'il allait placer Marine Corinne Macchiato, qui est le prix Nobel de la paix récemment, puisque on disait que c'est elle qui avait véritablement gagné les élections contre Maduro, qu'elle avait 50-70% et autres. Mais finalement, lui, il a dit qu'il ne peut pas la placer parce qu'elle n'a pas de soutien. Donc ça veut dire que la propagande avait été mise en place, comme quoi que non, Maduro avait perdu. Bon, s'il avait perdu, effectivement, donc ça aurait été plus simple d'installer maintenant Marine Corinne, mais lui-même se rend compte qu'en fait, ce n'est pas le cas. Les Vénézuéliens se reconnaissent dans les idées de Nicolas Maduro. Et donc il s'est dit, bon, puisqu'on a déjà le contrôle avec Delcy Rodriguez, pourquoi prendre le risque de placer pour créer, ça peut créer une instabilité ou autre. Donc actuellement, les relations avec le Venezuela et les États-Unis sont conviviales. La plupart des entreprises pétrolières américaines ont le contrôle du pétrole vénézuélien, on parle de ExxonMobil et autres. Le problème, et si je me permets, c'est que le pétrole vénézuélien est un pétrole qui est extrêmement visqueux, extrêmement difficile. J'allais poser la question. Oui, il est extrêmement difficile à exporter parce qu'il est très visqueux. Il demande un produit l'Orinoc. Donc au départ, lorsque Donald Trump a demandé aux investisseurs mondiaux de venir investir au Venezuela pour que cela rapporte de l'argent, ils étaient très sensibles. Pourquoi? Parce que l'exportation du pétrole vénézuélien coûte $80, alors que les bénéfices qu'on engendre le pétrole vénézuélien varie entre 60 à $64. Donc ils se disent que la différence ne gagne pas assez. Là où l'Iran, le pétrole iranien par exemple, l'exploitation est de $15 pour $75 de bénéfices.
Donc au départ, les entreprises mondiales étaient un peu très mitigées sur l'idée de venir investir. Donc il y a dû avoir le lobbying américain et puis bon, je pense que les accords ont été conclus. Donc aujourd'hui, on voit que ExxonMobil est présente au Venezuela, plusieurs entreprises, Chevron, plusieurs entreprises voilà, sont au Venezuela, ils exportent le pétrole vénézuélien. Ok, merci pour ces explications. Je pense qu'on va progresser. Vous avez parlé de l'Iran. On sait que ça fait pratiquement quelques temps qu'il y a des tensions là-bas, des crises même. La crise israélo-palestinienne qui a pris de l'ampleur. Voilà, c'est des mères de famille, des pères de famille qui vraiment, de façon atroce, qui perdent la vie chaque jour. En tant que membre citoyen du monde, quand on regarde ça, c'est quand même déplorable. Et nous, on s'est dit que l'ONU, qui est là aussi, qui normalement devrait structurer la paix dans le monde, devait agir en ce sens, mais la guerre continue toujours d'exister. C'est le même cas aussi avec l'Ukraine, voilà. Toutes ces familles-là qui sont dépourvues, nous on a mal. Et en tant qu'analyste, vous allez encore nous éclairer sur la question. Pourquoi est-ce que parlons de l'ONU? Pourquoi est-ce que l'ONU, jusqu'à actuellement, l'ONU n'arrive pas à gérer ces crises-là? On va prendre le cas de l'Ukraine, puis après on va évoluer sur l'Irak. Donc en Ukraine, concrètement, la crise a commencé comment depuis le départ jusqu'à maintenant? Et pourquoi est-ce que l'ONU n'arrive pas vraiment à régler ce problème à temps? L'Ukraine, au départ, avait un statut de neutralité. Bon, au départ, même, c'était un État soviétique. Lorsque il y a eu l'unipolarisation du monde, lorsque l'URSS s'est effondrée avec la chute du mur de Berlin, on a vu plusieurs républiques qui ont commencé à être souveraines. Mais toujours est-il que l'Ukraine, de sa position stratégique, puisqu'elle est voisine géographiquement avec la Russie, était sur le signe de la neutralité. Donc il y avait une grande quantité de Russes qui étaient présents en Ukraine, comme il y avait les ambitions européennes qui voulaient que l'Ukraine rejoigne l'OTAN de sa position stratégique pour essayer un peu d'affaiblir la Russie. C'est comme par exemple ce qui s'est passé à Cuba en 1962. Lorsque Fidel Castro a commencé à établir des relations avec Nikita Khrouchtchev, le président de l'URSS, la réaction des Américains, ça a été de quoi? C'était d'agiter la menace nucléaire, en disant que s'ils installent leurs fusées, nous on va intervenir. Vous devez bien comprendre que les puissances, ils ont des sphères d'influence. Pour la Russie, l'Ukraine ne peut pas se permettre de rejoindre l'OTAN en raison de sa position stratégique, parce qu'elle peut servir de base arrière pour déstabiliser la Russie, mais aussi des liens qui unissent les deux peuples, puisque, comme je l'ai dit, il y a une grande quantité de Russes en Ukraine. Ce qui s'est passé, c'est que dans les régimes précédents ukrainiens, la Russie a accusé le régime ukrainien de mettre en place un génocide. Il y avait une certaine russophobie. Il disait que voilà, les Ukrainiens étaient pour chasser les Russes et autres. Cela a duré jusqu'en 2014. Et donc, cette crise a eu son apogée en 2022, lorsque Poutine a décidé d'envahir totalement l'Ukraine. Parce qu'ils ont senti que s'il ne le faisait pas, l'Ukraine était à deux doigts de rejoindre l'OTAN. Donc, aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que l'Ukraine a décidé de rejoindre l'OTAN? Au moins, le pacte de Varsovie, c'était bon. Maintenant, c'est plus l'OTAN qui existe. Mais je me dis qu'avec les accords bilatéraux avec la Russie, normalement, l'Ukraine peut vivre normalement. C'est un pays qui a de l'avenir. Mais pourquoi est-ce qu'il allait s'allier à l'OTAN? C'est quoi le souci? Il y avait plus d'opportunités là-bas. Qu'est-ce que les Américains proposaient plus? C'était quoi? En fait, l'Union européenne a énormément d'avantages, notamment au plan commercial, au niveau des échanges et tout, mais parce que la place dirigeante actuellement ukrainienne n'est pas alignée avec les intentions de Moscou. Vous comprenez? C'est comme par exemple, quand on voit aujourd'hui les pays de l'AES. Donc la ligne directive de Moscou, voilà, les Américains, pardon, l'Ukraine n'était pas alignée avec ces lignes-là. Eux, ils veulent se rapprocher de l'Union européenne pour encore plus commercer, pour encore plus d'avantages, voilà, et puis pourquoi pas ne pas un jour rejoindre l'OTAN, tout et tout, etc. Maintenant, alors que dans l'ancien pacte de Varsovie, l'Ukraine faisait partie de ces pays qui travaillaient avec la Russie. Oui. Donc, aujourd'hui, il y a un changement de paradigme, c'est la vie des États. Voilà, aujourd'hui, on a le président Alassane Ouattara qui commerce énormément avec la France et les pays occidentaux. Mais demain, il peut y avoir un dirigeant, par exemple, qui va venir dire que bon, moi, je suis du côté de l'AES, on coupe les liens avec l'Occident, on va avec la Russie. C'est pareil avec l'Ukraine. Zelensky, lui, il est plus aligné aux idées de l'Europe. Donc, lui, il veut véritablement faire partie intégrante de l'Europe. Mais seulement que de sa position géographique, la Russie ne peut pas se permettre cela.
Et c'est pour ça que pendant une certaine période. C'est prendre un gros risque. C'est prendre un gros risque. C'est pour ça que pendant une certaine période, l'Ukraine avait un statut de neutralité au plan international. Ah, ok. C'est-à-dire que l'Ukraine ne faisait pas partie de l'OTAN ni de l'Union européenne, mais on acceptait à ce que l'Ukraine puisse commercer avec les pays de l'Union européenne et de l'OTAN. Mais lorsque Zelensky a commencé à affirmer que lui voulait aller au-delà de ce statut de neutralité pour rejoindre l'OTAN de façon définitive, ouais, c'est là que la crise a commencé. Donc les Russes font que défendre leurs intérêts comme les Américains le font. Non, mais c'est la même chose qu'on l'avait dit à Cuba. Oui, c'est la même chose. Voilà. Pourquoi les Américains ont protesté à Cuba après la Russie était proche de... Voilà. Donc maintenant, eux aussi, à leur tour, ils ne veulent pas aussi que vous aussi venez. Donc c'est une guerre de compétences, d'intérêt. C'est ça, d'intérêt. Ce qu'on appelle la guerre asymétrique. C'est pour ça que moi je dis toujours que la guerre froide n'a pas pris fin. Il y a une réelle guerre froide dans le monde aujourd'hui. C'est comme par exemple la Chine avec Taïwan. C'est la guerre pacifique. Voilà. Chacun essaie de. Voilà, de tabac ses cartes. Donc moi je pense que c'est malheureux parce que en tant que juriste, mais aussi en tant qu'humain, c'est dommage de voir tous ces personnes mourir. Voilà, pour des conflits d'intérêts en puissance. Moi je pense que la situation, l'avenir de l'Ukraine, c'est dans la neutralité. Je pense que cette idée-là de rejoindre l'Union européenne et l'OTAN, pour moi, tant que, et c'est ce que les Russes ont dit, tant que l'Ukraine n'acceptera pas le statut de neutralité, eh bien, la guerre va perdurer. Et d'autant plus que les Russes sont en position de force parce qu'ils détiennent plusieurs parties, plusieurs territoires en Ukraine. Oui. Donc quand tu es en position de force en guerre, généralement durant les négociations, tu as l'avantage. Donc si jamais même ce conflit prend fin, l'Ukraine va encore plus fragilisée. Du fait que beaucoup de territoires sont détenus par les Russes, mais du fait aussi que économiquement, ils sont anéantis. Ils sont il va falloir encore refaire pourquoi pas un plan Marshall. Voilà. Ça va donner encore plus. Je comprends pourquoi les Américains sont prêts à tout pouvoir s'approprier le sol ukrainien. C'est ça. Parce que non seulement d'abord, ils croient qu'il y a le pétrole, ils ont quand même la ressource. Ils ont la ressource du pétrole. Mais c'est aussi surtout après sa position géographique. Voilà, parce qu'à travers, comment on appelle, l'Ukraine, c'est comme si on a un caillou entre les pieds des Russes. C'est pareil. Hein. Lorsque aujourd'hui on voit le Venezuela qui commerçait avec la Russie, la Chine, le Venezuela est un caillou pour les Américains. Donc quand c'est comme ça, naturellement la puissance s'exprime. Puis bon, voilà, c'est malheureux. C'est malheureux. D'accord. Merci, monsieur Jean Ramel. Je rappelle. Touré joli nom Armel. Merci, Touré joli nom Armel. Ok, d'accord. Je rappelle, il est analyste politique et également juriste de profession. Bon, on va progresser. Parlons maintenant de Groenland. Bon, tu m'as posé la question de l'Iran aussi. Bon, ok, allez-y. Pour l'Iran, tu as parlé de qu'est-ce que l'ONU. Pourquoi l'ONU ne fait rien? Mais j'ai envie de dire que quelque part, est-ce que l'ONU n'est pas responsable de tout ça? Parce qu'on sait tous que les régimes iraniens, comme je l'ai dit, ne sont pas forcément du bloc occidental, ils ne se reconnaissent pas dans la démocratie ou dans leur propre forme de gouvernance. Et depuis des années, en fait, comme je le sais, il y a le pétrole iranien, mais il y a aussi le fait que l'Iran était sous sanction de quoi? De l'ONU. Et puis il y a eu la guerre des 12 jours avec Israël. Donc les sanctions de l'ONU, les sanctions américaines, avec la guerre qu'ils ont eu à faire avec Israël pendant 12 jours, ont fragilisé énormément l'économie iranienne. Il y a eu la chute du rial, ça a créé une inflation, les prix ont augmenté, les populations ont commencé à manifester depuis le 28 décembre. Donc après, les médias ont essayé d'essayer de faire un rattrapage en disant que non, la mondialisation, que oui, les femmes peuvent porter des voiles, et ne plus leur porter de voile, la jeunesse va être plus libre. Je vous rappelle que l'Iran est un pays islamique. Donc ce n'est pas une question pour moi de voile, ce n'est pas une question de plus de liberté. Ils ont déjà ça, déjà ça, c'est quelque chose de leur culture. Voilà. Et c'est normal, c'est leur culture. Le problème en Iran, ce n'est pas un problème de mondialisation ou même d'ouverture avec l'autre monde. Mais à l'époque, au moment des manifestations, c'était l'hyperinflation. Donc logiquement, ils ont manifesté parce qu'il y a une cherté de la vie. Et la réaction au départ des autorités iraniennes était modérée. M. Pezeshkian, qui est le président iranien, disait que lui, l'État iranien allait tenir compte de ces manifestations, améliorer petit à petit la situation. Sauf que les manifestations ont encore empiré. Et quand ça a empiré, naturellement, l'ayatollah qui est le guide, qui est très radical et qui n'hésite pas à réprimer, lui s'est dit, voilà, encore un moyen de descendre sur la foule en fait.
Parce que pour lui, les Iraniens, ils ont aussi fait de la propagande. Ils disent que ce sont les Américains, à travers la CIA, qui expliquent les populations, qui montrent les populations. Donc lui, il s'est dit, bon, si on ne fait pas attention, il peut y avoir un soulèvement qui pourrait aboutir à un changement du régime iranien. Et malheureusement, la pire des décisions, ça a été de mater les populations depuis le 28 décembre. Aujourd'hui, on parle, le gouvernement iranien parle de 3117 morts. Oh. C'est un peu l'équivalent de la crise post-électorale en quelques jours, même si bon, les chiffres. Ah, mais c'est trop. C'est trop. Mais d'autres ONG parlent de 4000 morts. En réalité, c'est. Donc, on n'a même pas les chiffres exacts. On n'a pas les chiffres exacts. Donc, puisqu'ils ont même coupé Internet, le régime iranien a coupé Internet. Effectivement. Donc, c'est difficile de chiffrer, mais selon les estimations, si on prend les résultats du gouvernement iranien, même si c'est que peut-être ils ont dû réduire ça, on prend aussi une ONG. Créer plus de turbulence. Voilà, pas de 4000 morts, peut-être même plus. C'est dommage, c'est une violation pour moi du droit humanitaire, ce qui se passe est horrible. Et bon. Le pire encore, n'imagine pas, c'est que. Mais est-ce que le droit humanitaire existe? Quand on prend le cas aussi du Venezuela, tout ça, est-ce que le droit international existe? Est-ce que tout c'est dérivé du droit existe encore à notre époque? Le droit existe, mais c'est son application qui pose problème. Ah, okay. Les règles sont là. C'est comme tu as eu à inviter un des membres de Objectif Républicain. Oui. Les lois sont là, mais l'application pose problème. Et puisque le droit international est aligné dans la souveraineté des États, il n'y a pas le gouvernement international pour dire que bon, si tel État fait ça, on le sanctionne. Donc, bien évidemment, il y a les règles pour chaque cas de figure, mais il y a aussi la souveraineté des États, qui fait qu'ils sont dans de bonne foi ou de mauvaise foi, s'ils le souhaitent appliquer les lois pour tout. Chacun agit en fonction de son société. Voilà. Quand c'est pour les États africains, c'est plus facile. Mais quand c'est les puissances, on essaie de marier un peu les choses. Donc c'est dommage. Moi j'ai appris dans le courrier international que le gouvernement iranien autorisait aux familles de venir récupérer les corps après une sommation. C'est-à-dire pour récupérer même les corps de leur famille, de leurs proches, les familles devaient payer parce qu'ils estimaient que par le gouvernement iranien, ils estiment que ces personnes qui ont manifesté sont contre la volonté d'Allah, donc contre la volonté de Dieu. Vous voyez un peu la dérive. Donc, ils sont les ennemis de Dieu, c'est ce qu'ils disent. Donc, en tant qu'ennemis de Dieu, la répression a lieu. C'est dommage, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Je pense que tout ça, ça fait partie aussi des sanctions qui ont été imposées. Donald Trump voulait intervenir, ça c'est important de le souligner. Il voulait intervenir militairement, mais je dis toujours, je vois beaucoup de personnes qui disent mais qu'ils interviennent, tout et tout. Toutes les fois où les Américains sont intervenus, c'est mal passé. Les sociétés ont été divisées. Aujourd'hui, quand on parle du djihadisme, Al-Qaïda, ça provient de la guerre qu'ils ont fait en Afghanistan. Pareil, en Iran, aujourd'hui on voit la Libye. La Libye, on est dessus. La Libye, qui, durant les années 2010, c'était un pays dont rêvaient tous les Africains. On disait que quand tu es étudiant ou élève, tous tes cours sont pris en charge. Il y avait les bourses, chaque famille était voilà, épanouie. Aujourd'hui, regardez le cas de la Libye. Lorsque les Américains sont intervenus en griffe pour la démocratie, non seulement ça a créé le désordre qu'on voit dans le Sahel avec le djihadisme et autres, mais en plus de cela, aujourd'hui, la Libye ne se retrouve plus. Donc c'est important de laisser les peuples s'auto-déterminer. S'il doit y avoir un changement, cela doit se faire par les populations iraniennes eux-mêmes. Je ne suis pas d'accord avec le fait que les États-Unis interviennent. D'ailleurs, les Israéliens eux-mêmes ont essayé de dissuader Donald Trump avec l'Arabie Saoudite et le Qatar. Parce que c'est 60 millions d'habitants. S'il y a une crise qui a lieu, ça va créer le désordre. Il va falloir encore héberger toutes ces populations. Ça va créer une crise inimaginable. Sans compter que l'Iran a le contrôle du détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, effectivement. c'est l'une des voies par lesquelles commerce 40% du pétrole dans le monde. Donc, une réaction des Américains pourrait empêcher ce détroit d'Ormuz d'être efficace si ça crée ça va encore plus fragiliser le Proche-Orient et le Moyen-Orient. D'autant plus que s'ils doivent attaquer, c'est par les bases saoudiennes et qatariennes. Voilà. Donc, ça allait encore plus affecter la sous-région. Donc Donald Trump disait que lui, bon, finalement, il a décidé de renoncer à l'initiative, tout et tout. Mais récemment, on a appris parce que c'est un bluffeur. Quand il dit quelque chose, en fait, on bat, on a appris que... c'est pas tout à compris. Excusez-moi, mais je vais dire que c'est... C'est maladieux, en fait. Parce que récemment, on apprend par Sky News et par plusieurs médias que les SS, le navire
SS Abraham Lincoln, qui est un navire de guerre, est très proche des côtes iraniennes. Donc pendant qu'il dit aux gardiens de la révolution et au monde entier que je ne peux pas intervenir, voilà, militairement, tout et tout, derrière on voit les navires américains qui se rapprochent. Donc on attend de voir ce qui va se passer. Mais malheureusement, c'est dommage, c'est dommage. Oui, c'est dommage, franchement, parce que tout ce qu'on voit, moi je suis triste. Hein. C'est ça. Ça montre qu'aujourd'hui les Africains doivent prendre le taureau par les cornes. Il faut que les Africains se prennent en charge. C'est ça. Parce qu'on va pas tout aller demander. Eux-mêmes ils disent qu'ils ne donnent plus. Donc ça prouve que. Moi je pense que d'une part c'est bon aussi. Ça va permettre aux Africains voilà. C'est ce de se concentrer sur eux-mêmes. C'est le côté positif des choses. De créer voilà, toutes ces alchimies positives au sein de notre Afrique, notre continent. D'accord, on va progresser. Je vais parler du cas de Greenland. Je pense que c'est un sujet d'actualité. On veut tous comprendre c'est quoi, qu'est-ce qui passe actuellement au Groenland. Le Groenland fait partie des territoires sous la juridiction du Danemark. En fait, le Groenland est situé au niveau des eaux arctiques entre les États-Unis et puis là aussi, la Chine aussi un peu, excusez-moi, la Chine est un peu au niveau de l'hémisphère nord, voilà, nord-ouest. En fait, ce qui se passe, c'est que le Danemark, c'est comme par exemple à annexer ce territoire-là. C'est comme une colonie. Voilà. Même s'ils ont leur propre gouvernement, mais ils dépendent, c'est comme les territoires d'outre-mer de la France. Voilà. Donc les statuts un peu particuliers. Mais géographiquement, le Groenland est très proche des États-Unis d'Amérique. Et Donald Trump, en fait, et beaucoup d'observateurs ont remarqué que ces dernières années, les navires russes et chinois. C'est encore une position géostratégique. Voilà, très importante pour les États-Unis. Ils ont remarqué que les navires russes et chinois naviguaient autour du Groenland. Bon, est-ce à dire que la Chine veut s'approprier encore le territoire, mais utiliser ce territoire comme une voie commerciale. Voilà, donc tout ça, vous savez que, comme je l'ai dit, Trump est focus sur le dossier chinois. Donc il se dit, c'est vrai qu'il y a une base militaire aux États-Unis. Ah, le focus c'est le dossier chinois. Non, il a pris le dossier chinois. Non, mais c'est une grande puissance actuellement. C'est ça. Ils ont pratiquement, je dirais, les infrastructures, ils ont l'argent, ils ont tout ce qu'il faut pour avoir une grande super puissance. Donc, comment faire pour les. C'est ça. Donc, ils voient que les Chinois, ils passent par là pour faire leur commerce, tout et tout, puisque la plupart des voies commerciales aujourd'hui ont été barricadées par les Américains. Tu as vu qu'ils avaient saisi des pétroliers vers le Venezuela, des pétroliers russes. Donc, ils essaient de barricader toutes les voies commerciales. Et le Groenland est une voie par laquelle aussi, souvent, les navires chinois, russes passent pour y commercer. Donc, il se dit, bon, il faut que lui, il ait le contrôle, même s'il y a une base militaire, qui est la base de Pitofique, mais elle n'est pas suffisante. Donc, lui, il veut en fait avoir le contrôle du Groenland pour empêcher, pour encore barricader cette zone-là, pour encore plus faire du mal un peu aux Chinois. Tu vois. Le problème, c'est que le Groenland aussi, depuis des années aussi, revendique l'autonomie du Danemark. Voilà, ils revendiquent l'autonomie du Danemark. Et c'est pas si revendiquer l'autonomie du Danemark, c'est pas pour aujourd'hui être s'allier à un pays autonome. C'est vrai que le Danemark agit là, à 80% des infrastructures, l'économie, mais eux-mêmes ils veulent se prendre en charge. Donc ça crée un conflit d'intérêts vraiment inimaginable. Il parle de. Donald Trump dit que lui, il a besoin du Groenland pour assurer la sécurité internationale, nationale, il veut établir un dôme d'or. Mais en réalité, c'est pour tout ça, ça me fait mal aux Chinois. Et puis ça s'approprie encore. Voilà. Et puis il y a des ressources aussi au niveau du pétrole. Voilà. Pas seulement du pétrole, il y a des terres rares. Donc il en a besoin pour fabriquer plus de produits. Le problème maintenant que ça pose, c'est au niveau de l'OTAN. Puisque le Groenland qui est sous la juridiction du Danemark fait partie des États membres de l'OTAN, comme les États-Unis. Donc il se passe un conflit d'intérêts, c'est que l'article 5 de l'OTAN dit lorsque un pays de l'OTAN est envahi ou est menacé territorialement, les autres pays doivent intervenir. Ah, ok. Donc, si les États-Unis envisagent d'avoir militaire, ils risquent de rentrer dans un conflit militaire avec l'Europe, ce qui va fragiliser, ce qui va imploser l'OTAN. Et les États-Unis ne peuvent pas se permettre cela. C'est pour ça que quand Donald Trump lui dit que j'ai envie d'intervenir, mais finalement, que bon. Après tout, des prétextes. Voilà. En réalité, c'est pas qu'il ne veut pas intervenir. Mais c'est parce qu'il ne peut pas. Parce que ce sera les conséquences. L'OTAN, c'est la plus grande alliance
militaire au monde. Il ne peut pas prendre ce risque d'imploser complètement. Parce que ses alliés d'hier vont devenir ses ennemis. Voilà. La France, etc., l'Angleterre, tous ces pays-là. Donc ils essaient de tordre le cou aux Européens à travers des sanctions, les tarifs douaniers qu'il a menacé en février d'augmenter les tarifs douaniers de 10%. Il avait dit même au président français qu'il allait augmenter au niveau du vert. Puisque le président Macron, lui, il est celui parmi les Européens qui est beaucoup plus courageux. C'est celui-là qui dit que non, voilà, et tout. Il a même demandé à ce qu'il y ait l'application d'un instrument anti-coercition. L'instrument anti-coercition, c'est une mesure qui existe au niveau de l'Union européenne, qui consiste à bloquer les investissements américains et à tabler les tarifs douaniers aux États-Unis d'Amérique. Donc il a dit que si les Américains mettaient leurs menaces de tarifs douaniers en exécution, l'Europe aussi doit appliquer les mêmes procédures. Les mêmes procédures. Donc tous les produits qui sont en Amérique, qui viennent dans ces pays européens là, vont subir aussi l'augmentation des tarifs douaniers. Donc tout le monde perd. Tout le monde perd. Donc Donald Trump voit la situation, il se rend compte que bon, intervenir militairement, ça a créé un problème. Je ne pense pas qu'il va intervenir militairement. Voilà, je pense pas. Donc il a dit que non, il aura un accord entre les pays de l'Europe. On attend de voir quelles seront les modalités de l'accord. Mais en gros, c'est ça. Et d'autant plus, ce qui est le plus drôle dans l'histoire, c'est que le Danemark a toujours été très proche des États-Unis d'Amérique. C'est un peu l'État qui laissait passer tout. Effectivement, ils achetaient même leurs armes, l'essentiel de leurs armes aux États-Unis. Et les F-35, les fameux F-35, ce sont des armes américaines, tout et tout. Donc aujourd'hui, ils sont à couteau tiré. Voilà qu'on a tout fait pour vous et vous êtes prêts en fait vous voulez avoir le contrôle de l'un de nos territoires. Donc c'est un peu pas normal, mais c'est un peu drôle parce que voilà, c'est. Non mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière de géopolitique entre les pays étatiques, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'émotion. Là-bas, c'est les intérêts. Donc même si on a commencé avec vous pendant 10 ans, 20 ans, du moment où il s'agit de gestion du territoire national ou bien la sécurité nationale, on agit. On agit, c'est ça. Comme ça. Donc ils sont gênés, tout et tout. Je pense qu'il y aura un accord. Les Américains, je ne les vois pas envisager la voie militaire. Parce que s'ils font ça, ça va anéantir l'OTAN. Ça va envoyer aussi le message aux Européens, à la plupart des pays du monde. Ce message-là, même si actuellement c'est pas signe, mais ça va encore plus, par exemple, disant qu'on est alliés. Mais si on a nos intérêts à défendre, on est prêt à intervenir. Donc, ça veut dire qu'en gros, la guerre va déclencher. Donc, ils vont perdre encore leurs alliés européens et même leurs bases militaires qu'ils ont pu prendre par le monde. Mais ça, c'est clair. C'est clair. Les Américains, les Français vont demander à ce que vous retirez vos bases militaires. Donc, là, tout ça. La diplomatie américaine sera anéantie. Et puis, ça encore plus favoriser les choses pour lui, surtout aux Chinois. Effectivement. Ils vont s'approprier le marché. Voilà. Donc, je ne pense pas. En tout cas, Trump ne va pas prendre ce risque d'être celui-là qui aura enclenché le déclin des États-Unis. Donc, je pense pas qu'il va opter la voie militaire. Ça va se faire peut-être par des accords, je suis convaincu. D'accord, merci. Vous avez parlé du cas de peut-être plus d'accords entre la Chine et puis d'autres pays. Moi, je veux qu'on reste sur le cas de l'Afrique. Le cas de l'Afrique, on a tous vu avec les pays de l'AES aujourd'hui qui ne veulent plus être sous l'hégémonie de la France, qui ont décidé de pouvoir prendre le destin en main afin d'être des pays mieux autonomes et de pouvoir accroître la croissance économique dans ces pays-là. Et ce qu'on constate, c'est que ces pays-là, notamment le Niger, le Burkina et le Mali quand même, ils sont allés s'allier, bon, je ne sais pas s'allier, mais aller signer des accords de partenariat avec la Russie. Aujourd'hui, on voit quand même certains Russes sur le territoire de ces pays-là. Et même les armes que les Burkinabés utilisent, ce sont les armes russes. Alors, tout le monde le voit. Est-ce qu'on n'est pas en train de revenir sur une forme de domination, je dirais, pacifique? Est-ce que la Russie n'est pas en train de s'implanter, je dirais doucement, petit à petit dans nos territoires africains, de toute sorte que ce qu'on approche, si on fait de la prospective, on va se rendre compte qu'en 2035, la Russie quand même va s'implanter dans pratiquement pas mal de pays africains et on se rend encore dans une certaine hémogénéité où on était avec les Américains, mais on n'est plus avec eux, mais avec la Russie. Quel commentaire vous faites face à ce constat? Parce que moi, dans mon entraînement, je pensais que ces pays-là allaient s'auto-s'unir et puis peut-être créer, je dirais, une machine
de croissance économique, mais ils sont allés s'allier encore avec la Russie. Est-ce que ça dit qu'on est dans une bonne croissance ou bien on n'est pas encore dans, je dirais, comme je dis dans mes propos, une certaine hégémonie pacifique avec les pays de la Russie? Une chose est sûre, c'est que, comme tu l'as dit, les États agissent que par leurs intérêts. La Russie agit en Afrique pour ses intérêts. Le Mali, le Burkina, le Niger, c'est la moitié du territoire de la CEDEAO. C'est un intérêt aussi géostratégique important puisque c'est comme mettre aussi les cailloux pour les pieds des Français, etc. Vous êtes d'accord pour ces coups d'État? Bon, moi, je ne suis pas de ceux-là qui saluent les coups d'État. Par contre, j'estime qu'il faut nuancer, il y a une différence entre le coup d'État et les soulèvements populaires. Lorsqu'on est face à un système qui est barricadé, généralement la réaction, parfois c'est le peuple qui se soulève. Et quand il se soulève, les militants en profitent. Voilà. Mais est-ce que le peuple a bondi au niveau du Burkina? Bon, non, je pense que ce sont des coups d'État. Oui, des coups d'État, mais est-ce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas soutenus par les peuples? Moi, c'est la question que je me pose. Mais on n'est pas là pour savoir. On n'est pas là pour savoir, mais de ce qu'on voit, de ce qu'on voit. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des coups d'État. Oui, oui. Donc monsieur Touré Ahmed, vous êtes d'accord avec ça? Non, je ne suis pas d'accord avec le coup d'État. Je ne salue pas le coup d'État. Mais je dis juste qu'il faut aussi tenir compte du marqueur populaire. Moi, ce que la question que je me pose, est-ce qu'ils n'ont pas le soutien de leur population? Parce qu'on voit les peuples burkinabés au niveau des réseaux sociaux, et même peut-être que c'est une propagande. Mais il n'y a jamais eu de transaction. On n'a pas eu quand même un certain nombre de personnes qui se sont plaintes sur les réseaux. Donc on s'est dit que quand même ces pays-là, c'est comme ça. C'est nous, on essaie de tu vois, on dit des choses, qui sont à l'intérieur et puis normalement. C'est l'impression qu'ils s'envoient. C'est comme Sankara. Sankara est au pouvoir par coup d'État. Mais aujourd'hui, il est l'un des panafricains les plus populaires dans le monde. Non, mais je n'ai pas dit. Je veux dire que normalement, on ne prend pas le coup d'État. Oui, j'en crois. Ça va se faire par le vote, de façon démocratique. Par le vote démocratique. Voilà. Donc, je ne suis pas pour le coup d'État. Mais je dis juste que voilà, il faut tenir compte de plusieurs marqueurs au niveau populaire et autres. Voilà. Maintenant, ce que moi je voulais dire, la question c'était quoi? C'était de savoir est-ce qu'aujourd'hui, le fait que ces pays-là sont allés s'allier, ils ont signé des accords de partenariat avec la Russie, ne fragilise pas encore l'hégémonie, je veux dire, la croissance économique de ces pays-là. Est-ce qu'on tend vers une indépendance totale? C'est ça en fait la question. Bon, moi je n'ai pas la maîtrise du contenu des accords entre les pays de l'UE et la Russie, mais je pense surtout qu'ils s'allient avec la Russie dans le domaine militaire. Le domaine militaire? Oui, c'est pour... Il n'y a pas eu de financement accordé par la Russie à ces pays-là? Bon, pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est surtout des partenariats militaires. Voilà, c'est-à-dire le renforcement de l'arsenal militaire de ces pays-là. Les partenariats, c'est ce qu'on a vu. Oui, mais normalement, quand ça va sortir au fur et à mesure, on va se rendre compte qu'il y a d'autres partenariats qui étaient plus. Voilà, on verra. Mais comme je l'ai dit, la Russie, pour moi, la Russie, la France, les États-Unis, c'est bonnet blanc. C'est la même chose. La même chose. Voilà. Chacun va défendre ses intérêts. Chacun va défendre ses intérêts. Donc, il ne faudrait pas que les autorités, sinon les populations burkinabées, pensent qu'ils ont un ami. Voilà, au contraire. Bon, après, chaque État est libre de voir sa politique étrangère en fonction de ses intérêts. Si ils estiment qu'ils peuvent gagner avec la Russie, mais qu'ils commercent avec eux. S'ils estiment aussi que demain, que voilà, la Russie ne fait pas les affaires, ce qu'il faut, l'important, c'est l'autonomie stratégique. Il ne faudrait pas avoir de certaines dépendances. Il faudrait que ces accords-là puissent bénéficier de manière souveraine aux Maliens, aux Burkinabés, aux Nigériens. Voilà. Ça veut dire quoi de façon souveraine? Ça veut dire que demain, si on décide de ne plus signer, de ne plus être apte à ce partenariat, on peut automatiquement annuler. Chacun est libre de choisir où il veut aller. Ça ne va pas perdurer dans le temps. Moi, je trouve que bon, ça dépend des intérêts en fait. Chacun est libre de commercer avec qui il veut. Voilà, mais dans le respect, dans la courtoisie, parce que je ne sais pas que tu es aligné avec les idées des Russes, que soudainement tu vas traiter les Français ou voilà, on peut commercer librement, comme demain aussi, si ça ne fonctionne pas et qu'il y a eu des conflits d'intérêts avec les Russes, on commerce avec d'autres acteurs. Mais est-ce que la Russie n'est pas en train de s'implanter? Bien sûr qu'ils s'implantent à travers l'AES. Et demain on verra si l'AES va s'élargir encore. Si l'AES s'élargit encore, ça c'est encore les intérêts russes. Voilà, ils s'implantent. L'Afrique, le problème c'est que la Russie avec l'Afrique, ils ont un lien historique. Parce que la Russie, par exemple, l'URSS n'a jamais colonisé un peuple africain.
l'URSS n'a jamais. Et l'URSS a toujours été du côté des peuples pour la libération, contre la colonisation. On a vu même des partis communistes et autres. Donc tout ça, ça sert le discours panafricain. Donc, aux yeux des personnes qui se revendiquent dans le panafricanisme, la Russie, c'est un allié un peu crédible. Même si je pense que la lecture de Kémy Séba, il a été très clair, il a dit nous sommes purement des alliés, mais nous ne sommes pas des frères. Voilà. Et que il ne faudrait pas qu'on pense que la Russie seront toujours nos amis. Demain, il peut y avoir un conflit d'intérêts, demain, les choses peuvent changer. C'est à nous d'aboutir à la souveraineté à tous les niveaux, hein, souveraineté politique, économique, etc. Donc, j'ose croire que ce message-là, les dirigeants de l'AES ont compris. Et que ce n'est pas pour juste stabiliser leur régime, ce n'est pas pour leur compte personnel. Sinon, je pense que si ça profite aux populations, vous n'avez que demain, pourquoi pas. Demain, c'est joli à voir si demain on voit le Mali, le Burkina, le Niger, par exemple, avoir une autonomie stratégique militaire, commencer à se lancer dans le nucléaire. En tant que pays africain, nous serons fiers. Voilà. Non, mais là aussi, pour jamais vous montrer le secret. Oui, bon, c'est à vous de. Parce que, en fait, c'est vrai, les gens ne comprennent pas. C'est que, on dit, on va prendre le cacao, quand on dit, on n'a pas d'industrie à nous-mêmes en Côte d'Ivoire, et on réclame ces industries-là. Mais ce n'est pas eux qui vont donner les industries. C'est nous-mêmes qu'on doit s'asseoir, réfléchir et puis créer ça. En fait, par exemple, vous voyez un peu la trajectoire de la Corée du Nord. Qu'est-ce qui s'est passé? La Corée du Nord, on sait que bon, ce n'est pas une démocratie, c'est une dictature. Mais la Corée du Nord, lorsque la Corée du Nord commence à avoir des relations avec la Russie, au départ, les relations sont purement des relations dans le volet militaire, c'est-à-dire que quoi? Les Russes venaient former un peu. Puisque ce qui fait la force aussi d'une puissance, c'est quoi? Ce sont ces cerveaux, ce sont ces scientifiques. C'est-à-dire le minimum, la base qu'il faut, par exemple, comment on construit des armes, hein, des armes conventionnelles, comment on construit par exemple telle chose, tout et tout. Mais donc après maintenant, il revient à chaque État maintenant en fonction de ses recherches, en fonction aussi, et c'est un choix politique, c'est un choix politique, ça arrive en fonction des objectifs de l'État de dire bon, le partenariat, parce qu'ils ne vont jamais venir vous montrer l'arme nucléaire, c'est possible. Mais ils peuvent vous par exemple vous aider à. C'est une question de sécurité nationale. C'est exactement. Mais ils peuvent vous, par exemple, vous montrer, par exemple, comment, c'est ce que j'ai discuté avec cela avec un de mes amis en sciences politiques. Ils peuvent vous montrer, par exemple, la maîtrise de la création des armes conventionnelles, comment créer un peu, mais pour le reste, c'est à vous de créer. Voilà. Donc, c'est comme ça que la Corée du Nord a commencé. Un peu, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, soudainement, au moment où l'humanité s'est rendue compte, la Corée du Nord a obtenu son arme nucléaire. Et on a vu en même temps Trump qui a commencé à grincer les dents, tout et tout, parce que personne n'avait vu venir sur. Voilà. Donc, moi je suis pour un partenariat qui soit gagnant-gagnant des peuples. Moi je ne suis pas ceux qui disent Russie, rapport de force. Moi je suis l'allié. Moi je pense que l'Afrique doit être ouverte à partout où ses intérêts. Si aujourd'hui on est d'accord avec les Américains, que cet accord est productif pour toute population, tant mieux. Mais je veux dire, il ne s'agit pas d'être dans une logique frontale en disant que nous sommes alliés, parce qu'en réalité, tous ces États agissent pour leurs intérêts. Voilà, donc ça ne sert à rien en fait. Voilà, donc un partenariat gagnant-gagnant, respectueux, voilà, c'est parfait. Voilà. En tout cas, moi je pense que la voie de l'Afrique, c'est surtout sous ça. Il faut que l'Afrique commence à s'intéresser à l'armement, parce qu'aujourd'hui on voit la dangerosité du monde. On ne peut plus être dans des relations extrêmement où c'est déséquilibré, où on parle plus d'exportation, mais on ne parle pas de transformation industrielle, il n'y a pas d'équilibre. Voilà. Je pense qu'on est au XXIe siècle, les choses changent. Donc la nouvelle classe dirigeante, nous dirigeants, on doit vraiment comprendre que, vu l'état du monde, il est temps de changer de paradigme. Voilà. Donc c'est un peu ça, c'est mon avis. D'autant plus que, pour terminer, vous avez vu que par exemple au Nigeria, les Américains sont intervenus à Sokoto. Ils sont intervenus à Sokoto en griffe que c'était pour une question de terrorisme, parce qu'ils estimaient que les terroristes assassinent les chrétiens. Mais beaucoup de médias, notamment Afrique Soir, ou même plusieurs médias racontent que ce n'est pas seulement les chrétiens qui sont exterminés par Boko Haram, une grande partie aussi des musulmans, notamment à Borno et autres. Donc c'est ce que je disais, lorsque mes amis ont dit non, Donald Trump, il est humaniste, c'est un chrétien, il est dans sa logique. Il dit en fait, le prétexte de la protection des minorités chrétiennes n'existe pas en relation avec les hommes, n'existe pas en géopolitique. On n'intervient pas dans un pays juste parce qu'on est trop chrétien, on veut se protéger les chrétiens. Surtout que Boko Haram,
ils s'en prennent aussi bien aux chrétiens qu'aux musulmans. On a vu un peu des scènes de massacre et autres. Donc, avec la montée des djihadistes, voilà. Ce qui se pose au Nigeria, c'est encore une question de pétrole. Le pétrole nigérien. Le Nigeria vend 1,8 milliard de pétrole, de barils de pétrole. C'est celui de Aliko Dangote là. Pas d'Aliko Dangote, ça c'est le Nigeria en général. Le Nigeria en général. Entreprise publique. Voilà. Le Nigeria en public, voilà, les entreprises et autres. Ils vendent plus de 1,8 milliard de pétrole. Aujourd'hui, le Nigeria est un point stratégique au niveau pétrolier. Donc, moi, je dis très souvent, il ne faudrait pas avoir l'excuse des minorités chrétiennes. D'ailleurs, je pense que l'intervention qui a eu lieu à Sokoto était un message qui était adressé aux dirigeants. C'est vrai que les dirigeants nous disent qu'il y a eu une coopération, tout et tout, mais le message est très clair. Nous, les Américains, en plus, nous avons une base africaine qui n'est pas loin de chez vous. Nous avons des intérêts à défendre avec vous. Et nous n'accepterons pas que vous changez de paradigme. Le Niger fait partie des pays membres du BRICS. Bon, pas des pays membres. Bon, oui, des pays. Ils ont rejoint les BRICS en 2025. Le Nigeria a rejoint les BRICS. Les BRICS qui sont en griffe l'opposition du monde de la politique américaine. Donc, moi je pense qu'il y a eu un conflit d'intérêts. Ce n'est pas pour moi la question des minorités chrétiennes. Trump n'est pas aussi. Qu'on veut s'approprier le pétrole. Moi je pense qu'il y a des intérêts militaires à défendre. Il intervient dans un pays où il sait que, voilà, pour envoyer un message en fait. Pour envoyer un message. Maintenant, après, bon, jusqu'à présent, les autorités nigériennes nous ont pas dit quels sont les nombres de terroristes qui ont été tués. C'est bizarre. Bon, si vraiment vous dites que c'est pour un terroriste, mais donnez-nous les détails. Vous ne nous donnez pas les détails, donc ça c'est suspicieux. Moi je pense que c'était un message qu'ils ont envoyé. Vous parlez beaucoup de terroristes. Je pense que c'est le cas aussi en Afrique, hein. Surtout en Afrique de l'Ouest. On subit quand même le terrorisme ici. Je pense qu'en 2016, on a eu l'attentat à Grand Bassam, en Côte d'Ivoire. C'est le cas aussi dans les pays, au Burkina, je pense que surtout le Burkina, qui a à chaque fois subi le terrorisme. C'est quoi votre analyse sur le cas du terrorisme, généralement en Afrique de l'Ouest? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est toujours en train de combattre le terrorisme? Et puis, qui les finance concrètement? Parce qu'ils trouvent tous ces armes. Tu me poses une question très sensible. Allez-y. Tu me poses une question très sensible. Ben bon, moi je vais me baser déjà sur Donald Trump qui disait que c'est Barack Obama et Hillary Clinton qui sont à l'origine du terrorisme en Afrique et dans le monde. Pourquoi? Parce que l'invasion de la Libye, parce que c'est là que tout a commencé. Hein. Auparavant, il n'y avait pas vraiment de problème de terrorisme en Afrique. Ce qui s'est passé, c'est que, comme le président français l'a dit, nous avons eu tort d'intervenir en Libye parce qu'il en est ressorti des États faillis. Lorsque la Libye implose, naturellement, ces mouvements-là, il y aura des mouvements terroristes qui vont commencer à un peu s'estiper, à commencer à s'étendre dans le Sahel. Et ce sont ces mouvements terroristes-là qui, au nom d'un prétendu pan-islamiste, parce qu'eux veulent que tout le monde devienne musulman, ils veulent importer l'islam, interviennent un peu partout où ils sentent qu'il y a une certaine fragilité. Voilà. Donc en réalité, je ne dirais pas que ce sont les Américains qui les financent. Bon, il y a France 24 qui avait rapporté les informations selon laquelle la France contribuait au financement des terroristes parce qu'en griffe par le système des rançons et autres. Voilà. Et que c'est cet argent-là que servait. Moi, je suis très réservé sur cette question-là parce que il ne faudrait pas que, voilà, des malentendus. Mais je sais une chose qui est sûre, c'est que tout a commencé avec la Libye. Je pense que c'était une grave erreur géopolitique, ce qui s'est passé en Libye. Parce que pour moi, Kadhafi, on peut tout penser de lui, mais Kadhafi avait réussi à stabiliser le Sahel. Et ces personnes-là qui sont les terroristes aujourd'hui en Afrique, hein, ce sont à la base, ils viennent de mouvements libyens, de libération, d'opposition, qui ont émergé à la fin du régime Kadhafi. Okay. Donc, pour la question de savoir le Burkina Faso, ils sont victimes de cela et puis aussi d'une certaine fragilité sécuritaire. Parce que, bon, faisons Dieu nous a fait la grâce, la Côte d'Ivoire n'est pas touchée par le terrorisme, mais cela ne veut pas dire que nous sommes complètement sauvés, puisqu'on l'a vu à Grand Bassam en 2016, mais surtout parce qu'on est très proche, on est géographiquement proche du Burkina. Donc il y a tout intérêt à ce que les relations entre les pays du Burkina et de la Côte d'Ivoire
soit convivial pour pouvoir faire face à ces défis, pour éviter que on ait encore d'autres crises, d'autres villes. Voilà. C'est pour ça que je trouve que c'est dommage la façon dont les relations sont actuellement avec d'autres pays. Parce que je pense que ces deux pays frères, on a tout intérêt à avoir de bonnes relations dans cet espace-là pour pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme. Ok, c'est bien compris. Bon, on a tous vu tout récemment le président Donald Trump au sommet à Davos, qui a parlé un peu de ces nouvelles réformes. Il a parlé, je crois, du nouveau conseil de paix. Le conseil de paix, je pense qu'il a un peu expliqué ce que c'est que le conseil de paix, vu que l'ONU n'arrivait pas franchement à régler les guerres dans le monde. Avec aujourd'hui, on parle de 30 ans, 60 ans d'existence de la guerre au Congo. Voilà. Donc lui, en tant que président des États-Unis, il propose cette organisation, qui est le conseil de paix, qui va permettre à régler toutes ces questions de crise là. C'est quoi votre commentaire là-dessus? Est-ce que ce conseil de paix pourra faire face réellement, je dirais, de façon totale à toutes ces crises dans le monde? Est-ce qu'on va encore perdurer ces crises-là? Est-ce que l'ONU, c'est quoi? Parce que l'ONU aussi, généralement, a les mêmes, je dirais, prérogatives que le conseil de paix. Selon ce qu'on a entendu dans nos différents reviews, est-ce qu'il n'y aura pas une guerre de compétences entre l'ONU et puis ce conseil de paix là? Le conseil de paix à la base a été créé pour mettre fin à la guerre à Gaza. Au départ, c'était en ce qui concerne ce qui se passe actuellement en Palestine, le problème palestinien avec Israël, le Hamas, le Hezbollah, tout. Donc Trump, lui, il veut avoir le prix Nobel de la paix. C'est pour ça qu'il est beaucoup à cheval sur les questions de fin des conflits. Voilà, ça n'a pas marché avec l'Ukraine, on attend de voir si ça va marcher. Donc, le Conseil de paix, en fait, c'est en quelque sorte une organisation qui sera rivale à l'ONU, puisque elle entend s'élargir non pas seulement au cas de Gaza, mais aussi intervenir partout pour la paix, partout où il y aura des conflits et autres. Maintenant, moi, la question que moi je me pose, parce que c'est important de le souligner, déjà, est-ce que l'ONU, voilà, quel est le bilan? Parce que l'ONU a été créée pour ces mêmes objectifs. Aujourd'hui, on a vu que l'ONU a intervenu parfois dans des conflits qui, finalement, aujourd'hui, on a vu ce qui s'est passé, des pays sont encore fragilisés. Est-ce que cette organisation ne va pas servir les intérêts géopolitiques des États-Unis et ça ne sera pas un trompe-l'œil pour justifier des attaques contre des pays où nos intérêts sont? C'est ce qu'on attend de voir. Non, mais je pense que depuis l'arrivée de l'ONU jusqu'à maintenant, après la conférence à San Francisco jusqu'à aujourd'hui, l'ONU n'arrive pas pratiquement à gérer les crises. Oui, il y a ça, oui, il y a ce problème-là. Je me dis que peut-être qu'avec ce conseil de paix, on aura quand même une bonne image. On attend de voir, puisque moi je me méfie souvent des Américains. Voilà. Peut-être que vous pensez qu'ils préparent un coup. Moi je pense que derrière cela, il y a une volonté. Une manipulation, voilà, de diriger l'institution. Voilà. Et puis à la crise les avantages des Américains. Surtout que l'essentiel des pouvoirs, selon BBC News, reviendra à Trump. Je le précise. Les Américains auront l'essentiel. Ça ne sera pas comme le droit de veto, on n'aura pas ce même type de protocole. On attend de voir le format. Mais je veux dire qu'il y a des médias qui disent qu'une grande partie du pouvoir sera détenue entre les mains de Trump. J'espère que ce n'est pas le cas. Bon, si c'est le cas, pour moi, c'est clair qu'ils le font pour juste. Tout ça, ça fait partie, on peut dire, du smart power en géopolitique. C'est la stratégie des Américains. Des Américains. Pour mieux s'asseoir sur le monde, parce que vous savez, quand ils veulent revenir en tant que gendarme du monde, voilà, il faut trouver des stratégies. C'est ça. Quand il dit qu'il veut faire revivre l'âge d'or des États-Unis, c'est ça. Parce que même quand ils interviennent dans les pays, ils sont obligés de justifier leurs manœuvres en disant oui, c'est pour la paix, c'est pour la démocratie et autres. Donc, moi je pense que derrière, il y a plus une volonté, il y a plus les intérêts américains. J'espère que ça ne sera pas le cas. Surtout que c'est le Conseil de paix, pour pouvoir y être bon, c'est par invitation des Américains. Donc moi je pense qu'il aurait pu se gagner si vraiment c'est un but d'intérêt général, de laisser tout le monde, tous les États membres qui sont intéressés. Mais quand c'est par invitation, on a l'impression que c'est un secte. C'est un secte. Sélection des gens. Sélection qui sont ceux. Voilà, avec moi je me méfie un peu de ça. Contrairement à l'ONU. L'ONU avait plus une vocation un peu générale. Voilà. Moi la seule chose que moi je reproche à l'ONU, c'est le droit de veto.
Parce que ça sert à des puissances de bloquer. Aujourd'hui, on parle de monter des BRICS. Voilà. On a des pays comme l'Inde qui sont quand même. Exactement. Et puis, c'est pas normal aussi que l'Afrique, qui n'est pas un membre, une représentation également permanente. Moi, je trouve que, après, ils aiment. Est-ce que. Peut-être que c'est à l'image du fait que l'Afrique n'a pas un réel pouvoir sur la scène internationale. Ouais, mais moi je trouve qu'on gagnerait à réformer cette institution-là plutôt qu'à créer des institutions parallèles qui, à mon sens, ne vont pas. Et puis il y a un élément qui est très important. J'ai posé la question à une amie, je lui ai dit quelle est la durée de vie de ce conseil de paix. Pourquoi je le dis? Parce que officiellement c'est sous l'administration Trump. Trump il lui reste 2 ans. Selon la constitution fédérale américaine, un président ne peut pas être plus de 2 fois élu président. C'est jamais fait. La seule fois où il y a eu plus de 2 mandats, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale par Roosevelt. Bon, ça passe. Mais que va-t-il se passer, excusez-moi, après Trump? Est-ce que le nouveau dirigeant, s'il vient par exemple des démocrates, la même lancée, est-ce qu'il va apporter d'autres restrictions? Est-ce qu'il va rejoindre tout et tout? Ou est-ce que peut-être Trump va conseiller les pays risque de ne pas aboutir à un long terme? Puisque moi je trouve que, parce que les démocrates ne sont pas alignés avec les Trump. Voilà, je vois mal par exemple si c'est Kamala. Position par rapport à ça. Voilà. Je vois mal par exemple si c'est Kamala Harris qui vient au pouvoir. Par exemple, je la vois mal s'aligner avec le conseil de paix. Donc si c'est juste un truc qui ne va pas perdurer, pour moi, il n'y a pas tellement besoin d'avoir un tel élan. Donc on attend de voir. Peut-être que l'histoire nous donnera raison ou pas. Mais moi, je suis très, très prudent sur la question. D'accord. Merci, monsieur Touré Jean Ahmed. Touré joli nom. Joli nom. Touré joli nom. Ahmed. Il n'y a pas de Jean? Non, ok. C'est joli nom Ahmed. Ok. Donc, je m'excuse. Merci, M. Touré, joli nom Ahmed. C'est un réel plaisir de échanger avec vous. Sur le cas de la géopolitique mondiale, on a bien décortiqué le sujet. Je pense que nos internautes pourront bien comprendre ce qui se passe actuellement dans le monde. C'est quoi votre mot de fin? Vous regardez la caméra, vous parlez à l'endroit des peuples africains. Quel conseil vous aimeriez donner à nos États africains pour pouvoir faire face à toutes ces crises dans le monde? Le conseil que je peux donner au peuple africain, c'est tout simplement de tenir compte de l'environnement international et de voir qu'on a tout intérêt à trouver un pôle stratégique de coopération entre les peuples pour pouvoir faire face à des défis, parce que le monde est devenu très dangereux, le monde est devenu un monde de force et il est important que nos dirigeants mais aussi nos peuples soient alignés sur la question du renforcement de notre autonomie militaire et stratégique, et que nous aussi on puisse peser et faire face aux défis mondiaux. C'est mon souhait. Merci à M. Touré. Joli nom. Ahmed. On était avec lui pour ce podcast sur les relations internationales. On espère qu'on vous a égayé sur la question. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, le Rendez-vous des Champions, qui aborde tous les sujets d'actualité. On aborde tous les sujets avec les jeux, les nouveaux dévanciers, pour mieux comprendre l'actualité en général. D'ici là, portez-vous bien. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. Merci.